Bonjour à tous, je suis Amandine Perjot, responsable communication du CNDB. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire dédié à la fenêtre bois. Donc, c'est la deuxième édition. Nous avons déjà fait une première édition courant juin pour tout savoir sur les menuiseries. Aujourd'hui, on se retrouve sur une deuxième édition, donc la fenêtre bois, une menuiserie durable. On parlera d'indice carbone, d'environnement et de FDES. C'est un webinaire à l'initiative de la CAPEB, de la FFB-UMB, de l'UFME, réalisé par le CNDB, avec le soutien du Codifab et le relais de bois.com. Pour ce webinaire d'1h30, on va pouvoir échanger uniquement par chat. Vous avez la petite bulle discuter ou converser en bas ou sur le côté de votre écran. Vous pouvez poser toutes vos questions ici ou remarques et puis on y répondra à la fin de chaque intervention, mais également à la fin du webinaire s'il en reste quelques-unes à traiter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez malheureusement pas votre son ni caméra d'activer. Il y a uniquement les intervenants visibles et audibles. Donc, pour vous présenter très rapidement nos trois professionnels du jour qui vont intervenir, nous aurons le plaisir d'accueillir Damien Dufour, gérant de Esteanea, société dédiée à l'évaluation environnementale des produits de construction. Ensuite, on aura l'intervention de Rachel Josefovic, co-directrice de l'atelier Rare. Et ensuite, on terminera ce webinaire avec Nathalie Larcher, architecte dans l'agence à Larcher et Metzger. Et comme je vous disais tout à l'heure, on aura ensuite le petit temps pour les questions-réponses s'il en reste à traiter. Je vais passer tout de suite la main à la première intervention. Donc du coup, Damien, je vous laisse tout de suite la parole et le contrôle sur les slides. C'est bon. Alors, excusez-moi. Donc, je vais vous parler d'analyse de cycle de vie, effectivement, des produits de construction plus particulièrement, mais et encore plus particulièrement des menuiseries. D'abord, je vais expliquer un petit peu en quoi consiste l'analyse de cycle de vie. Le principe, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé auparavant aux impacts du bâtiment lors de sa phase d'utilisation, avec les déperditions thermiques notamment. Donc maintenant, on décide de s'intéresser à l'impact de l'environnement tout au long de son cycle de vie. Donc la méthode de l'analyse de cycle de vie, c'est essayer de calculer l'impact environnemental que va avoir le bâtiment complet, que ce soit donc sur sa production, sur sa phase, enfin, la production des matières premières, la phase de construction, la phase de vie en œuvre, la phase de fin de vie, la déconstruction, et enfin les bénéfices qu'on va pouvoir tirer des produits de construction au-delà du cycle de vie. Donc, cette méthode, elle est cadrée. Donc, ça constitue à faire d'abord un inventaire, à déterminer, faire le calcul des impacts, à interpréter les résultats, savoir où se situent les impacts, puis revenir et refaire cet inventaire. Donc, c'est itératif. Pour cette méthode, il y a deux normes internationales qui viennent cadrer l'analyse de cycle de vie. C'est l'ISO 14040 et l'ISO 14044 sur la méthode de calcul. Et donc, ça, c'est à l'échelle, c'est pour l'analyse de cycle de vie de tout produit. Par contre, pour l'analyse de cycle de vie de produits de construction, il y a une norme européenne qui vient préciser comment on fait des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc, si vous n'en avez pas déjà entendu parler, c'est vraiment la clé de voûte, en fait, un petit peu d'une partie de la RE 2020, puisque la RE 2020 prend en compte l'impact environnemental du bâtiment complet. Et pour faire le calcul d'impact environnemental du bâtiment, il faut le calcul d'impact environnemental des produits de construction. Et donc, pour ces produits de construction, on calcule donc ce qu'on appelle une FDES, une fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Et pour calculer cette FDES, on constitue un rapport où on explique exactement toute la méthode que je viens d'annoncer auparavant. Donc, cette norme européenne, c'est la 15804 plus A1. Là, actuellement, il y a un nouvel amendement qui est tout récent, qui est l'amendement A2, qui vient un petit peu modifier certaines choses. Et on a également une norme française, un complément national qui vient se rajouter. Pour montrer à quel point aussi cette méthode est cadrée, il y a également des règles de catégorie de produits qui s'appliquent pour certains produits de construction. Il y en a un qui existe notamment sur les fenêtres. Et puis, on a le programme INIES. Donc, je vais en parler un petit peu après en quoi ça consiste, ce programme INIES. Et on a une réglementation française qui vient également des décrets et des arrêtés qui vient encore plus cadrer la méthode.
Le but de ça, c'est de faire de l'éco-conception sur les produits de construction. Ça permet de savoir où se situent les impacts et de pouvoir agir sur ces impacts. Ça permet éventuellement de faire du marketing environnemental pour mettre en avant notre produit lorsqu'on a pu faire des efforts de ce côté-là. Et comme je le disais au début, en préambule, bah, ça sert effectivement aussi à faire des analyses de cycle de vie de bâtiments. Pour expliquer un petit peu comment on fait ça. Donc, comme je disais, on a l'analyse de cycle de vie de bâtiment. Pour constituer, faire ce calcul d'analyse de cycle de vie, on va utiliser les fiches de déclaration environnementale. Donc, les fiches de déclaration environnementale, c'est le nom français. En fait, à l'échelle européenne, ça s'appelle des déclarations environnementales produits. Et donc, c'est la même norme, sauf que dans ce cas, quand elles sont au niveau européen, elles ne répondent pas forcément au complément national français. Donc, en fait, il y a juste un petit volet sanitaire et quelques petites règles en plus qui viennent se rajouter sur le complément national. Donc, pour faire la CV bâtiment, je disais, c'est les FDES, par exemple, de fenêtres, d'escaliers, de bardage, de carrelage, de papier peint. On peut imaginer tout ce qui constitue un bâtiment peut avoir une fiche de déclaration environnementale. Et nous-mêmes, pour calculer ces fiches de déclaration environnementale, on se sert de ce qu'on appelle d'inventaire de cycle de vie. C'est des données qui sont en amont, c'est-à-dire que pour faire le calcul de la fenêtre, on va récupérer des données de vitrage, de bois, de quincaillerie, et ça va nous permettre de calculer, et on peut remonter comme ça la chaîne assez loin. Donc souvent, ces inventaires de cycle de vie, eux, ne répondent pas à la norme sur les produits de construction, ils répondent à la norme internationale dont j'ai parlé au début. Donc, le programme IMIES, c'est un programme qui est conventionné par l'État et qui vient cadrer encore plus ce calcul environnemental. Il permet donc de venir rajouter des règles. Il habilite les vérificateurs parce que toutes les fiches de déclaration environnementale et sanitaire doivent être nécessairement vérifiées. Le programme permet aussi de gérer les réclamations lorsqu'il y en a et il essaye d'harmoniser les pratiques. Vous pouvez retrouver toutes les fiches de déclaration environnementale sur la base INIES. Donc, c'est www.base-inies.fr. Et là, vous pouvez voir que vous allez avoir donc pas mal de produits de construction. Il y en a déjà 2661 fiches de déclaration et 532 PEP. Alors, les PEP, c'est l'équivalent des FDES, mais pour ce qui est produits équipement du bâtiment, des ascenseurs, des systèmes d'éclairage, des chaudières, des choses comme ça. Donc, c'est accessible gratuitement à la consultation manuelle. Et en même temps, cette base de données est connectée au logiciel d'analyse de cycle de vie de bâtiment afin que lorsqu'ils ont la nomenclature, on pourrait dire, du bâtiment, ils puissent aller récupérer les fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui correspondent. Pour ce qui est des menuiseries, il y en a 46 actuellement. Et pour ce qui est du bois plus particulièrement, il y en a 7 en bois et 12 pour le bois aluminium. Donc, comme je disais, c'est pour la réalisation et la vérification d'une fiche, ça nécessite de faire la fiche, le rapport qui vient détailler toute la méthode de calcul. On envoie à un vérificateur. Ce dernier nous fait son retour et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait une fiche qui soit bien valide. Et par la suite, elle est publiée sur la base IMIES et elle est valable pendant 5 ans. Ça, je vous ai fait, pour vous aider un petit peu, si vous souhaitez aller voir sur la base IMIES, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez dans le menu consultation et vous pouvez retrouver dans menuiserie intérieur-extérieur fermeture les fenêtres et porte-fenêtres et vous pouvez retrouver selon par matériau les produits qui vous intéressent. Pour pouvoir lire après cette base INIES, ce n'est pas évident. On a beaucoup d'indicateurs et beaucoup d'étapes. En tout, on a 26 indicateurs. Souvent, donc sur l'Aéro 2020, on va s'intéresser qu'au carbone. C'est ce qui est regardé le plus souvent. Mais en fait, dans une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, il y a 26 indicateurs qui sont calculés.
Donc, je ne vais pas avoir le temps de tous les détailler, mais ils sont également intéressants. C'est tous les impacts environnementaux qu'on peut avoir, enfin, on pourrait même en rajouter. Donc, il y a 26 indicateurs et c'est divisé en 16 étapes qui sont agrégées en 4 modules. Les modules, c'est la production, l'étape de construction, l'étape d'utilisation et l'étape de fin de vie. Si on veut avoir un résultat directement, c'est-à-dire ce qui est comparable, c'est l'indicateur réchauffement climatique, il faut que vous alliez voir sur le total cycle de vie la case qui correspond à réchauffement climatique, total cycle de vie, celle que j'ai encadrée sur la diapositive que vous voyez. Pour lire une fiche de déclaration environnementale, parce qu'une fois que vous êtes sur la base INES, vous pouvez télécharger le document. Voilà à quoi ça ressemble. On retrouve aussi des gros tableaux avec pas mal de résultats, tous au format scientifique. Et donc, on retrouve les indicateurs que j'ai précisés, les différents modules d'étapes. Donc ça, c'est le tableau synthétisé. Vous verrez aussi le tableau complet. Et ce qui peut vous intéresser pour comparer les produits, c'est le total cycle de vie, l'indicateur réchauffement climatique. Voilà, on a également, comme j'ai parlé tout au début, le module D qui sert à mettre en avant les produits qui pourraient être recyclables ou réutilisables. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est aussi ce résultat-là. Je vais expliquer, si j'ai le temps, un petit peu pourquoi. Pour ce qui est des menuiseries sur la base INIES, j'ai fait une petite comparaison des matériaux, donc des résultats qui est actuellement. Donc, on peut voir, on a les menuiseries acier, les menuiseries aluminium, menuiserie bois, aluminium et PVC. Pour l'instant, c'est les seuls qui sont sur la base INIES. On voit qu'il y a pas mal de différences. On peut quand même constater que justement, le bois tire son épingle du jeu et le bois aluminium par rapport à l'aluminium qui est généralement au-dessus. Le PVC est un petit peu équivalent au bois aluminium, on va dire. On remarque qu'il y a des grandes barres. Alors ça correspond à des données environnementales par défaut. C'est-à-dire que quand on fait le calcul d'analyse de cycle de vie du bâtiment, si le fabricant n'a pas fait sa fiche de déclaration environnementale et sanitaire, pour faire le calcul, la personne qui va faire le calcul d'ACV bâtiment va devoir utiliser une donnée. Il y a des données qui ont été générées par le ministère qui sont utilisées par défaut. C'est ces DED que j'ai appelées, ces données environnementales par défaut, et elles sont volontairement majoritaires. Donc, tout l'intérêt est que en fait, soit les fabricants, soit des groupements de fabricants se rassemblent pour faire des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Autrement, ça va être ces données qui vont être par défaut. On peut voir qu'elles sont assez majorantes. Par exemple, pour l'acier et l'aluminium, on voit que ça peut enlever cette solution de la construction. Pour montrer par rapport au retour d'expérience qu'on a sur le E+C-, qui était l'expérimentation qui a permis de mettre en place l'Aéro 2020, on a eu ce retour-là. Donc, on voit les contributions aux différents lots du bâtiment. Le lot 6 correspond au lot façade et menuiserie extérieure. On voit qu'on a à peu près entre 60, un peu moins de 50 kg de CO2 jusqu'à 150 kg de CO2 pour un bâtiment qui fait environ 1200 kg de CO2. Ça permet d'avoir un petit peu un ratio. Et là-dessus, ça comprend façade des menuiseries extérieures. Donc, on considère que la menuiserie extérieure fait entre 2 et 10% maximum peut-être de l'impact du bâtiment complet. Pour ce qui est de la répartition donc, des impacts dans le cycle de vie selon les matériaux, ce que je voulais présenter, c'était pour les menuiseries aluminium, PVC, aluminium et PVC, on voit que l'impact, le camembert bleu, c'est l'impact sur l'approvisionnement des matières premières. C'est cet impact A1 d'approvisionnement des matières premières qui représente plus de 80% de l'impact des menuiseries. Pour ce qui est du bois et du bois aluminium, on voit que c'est beaucoup plus réparti, c'est-à-dire qu'on a entre 60 et 70% de l'impact qui se situe sur l'extraction des matières premières, c'est-à-dire finalement aller récupérer le bois dans la forêt, etc. C'est cet impact-là qui représente 61% de l'impact, puis fabriquer le verre. Le reste se situe pas mal sur l'étape de fabrication, puisqu'on a une étape de fabrication pour ce qui est des menuiseries bois qui est un petit peu plus importante que pour les autres menuiseries.
pour aller un peu plus dans le détail, c'est pour les menuiseries bois, on voit que c'est quand même le vitrage qui impacte plus de 60% sur la menuiserie, le bois qui représente à peu près 10%. Alors, ça va dépendre des menuiseries quand même, d'une menuiserie à l'autre et des données qu'on utilise. Et la ferrure n'est pas négligeable. Pour les menuiseries mixtes bois-aluminium, on voit que c'est le vitrage et forcément l'aluminium, le bois qui impacte pas mal. Voilà, si je devais faire un petit récapitulé sur les leviers d'éco-conception, en tout cas à l'échelle du bâtiment, ce qui va être important pour bien sélectionner son produit, c'est la dimension de la menuiserie, le type de vitrage, si c'est un double ou triple vitrage, l'origine des bois. Pour la menuiserie bois, c'est assez important, savoir si c'est du bois tempéré ou si c'est du bois exotique. Il faut que ce bois soit certifié. C'est par rapport à la méthode de calcul. S'il n'est pas certifié, on ne peut pas considérer la captation de carbone du bois, ce qui a un impact non négligeable. La dimension des profilés, plus on a de masse, plus on a d'impact en général. L'entretien qui est associé aux menuiseries. Et enfin, ce qui peut aller pour aider, pour améliorer les résultats, c'est de passer éventuellement par un configurateur qui va venir préciser la donnée et pouvoir affiner le résultat à l'échelle de la CV du bâtiment. Voilà, je crois que j'ai à peu près tenu dans le temps. C'est parfait. Parfait, donc je vais voir les questions qu'on a pu avoir. Donc, Vincent nous demande, est-ce que la fiche prend en compte le vitrage? Si oui, comment faire si le vitrage est différent, double ou triple vitrage? Alors, il y a des fiches différentes. Il y a des fiches de double vitrage et des fiches de triple vitrage. Donc, vous pouvez retrouver pour les menuiseries bois, c'est le cas. Le FCBA a réalisé des FDES, donc bois tempéré, double vitrage et triple vitrage, bois exotique, double vitrage, triple vitrage. Et pareil pour le mixte bois-aluminium. On a ensuite une autre question de Sophie. Qu'est-ce qu'un configurateur et quel est son rôle? Un configurateur, ça va permettre d'affiner la donnée actuellement. Enfin, il y a plusieurs modalités, plusieurs fonctionnements. Mais disons, le fonctionnement principal, c'est qu'on est obligé, quand on fait le calcul d'une fenêtre, de prendre une donnée moyenne. C'est-à-dire qu'on assemble finalement le calcul entre une petite et une grande fenêtre. Des fois, c'est arrivé entre une fenêtre frappe et une fenêtre coulissante. On amalgame en fait plusieurs produits. Le configurateur va permettre d'affiner la donnée, de préciser peut-être les dimensions, si c'est une porte-fenêtre, une fenêtre, si c'est un ventail de vantaux, etc. Et donner une information plus précise. On a ensuite d'ailleurs une question de Rachel. Quel paramètre est pris en compte pour la fin de vie des fenêtres? Alors, ça dépend du type de fenêtre. Si c'est une fenêtre aluminium, on considère que, comme l'aluminium a une valeur économique intrinsèque assez importante, on considère que le produit va être, le cadre va être recyclé. Malheureusement, le verre est très peu recyclé, donc on ne prend pas en compte. Par contre, pour ce qui est des menuiseries bois, les scénarios actuellement, c'est environ 50% d'incinération et 50% d'enfouissement. Parce que ça a du mal, pour l'instant, on n'a pas encore une généralisation du démantèlement des menuiseries. Et, voilà, en espérant qu'avec la REP, ça vient à se développer. Donc une autre question de Marie-Laure Galli. Quelles sont les caractéristiques acoustiques des doubles vitrages et des triples vitrages? Et seconde question associée, est-il vrai que le triple vitrage est moins isolant que le double? Alors, le triple vitrage, en général, est plus isolant que le double vitrage, moi, je dirais. Après, là, par contre, ce n'est pas ma spécialité, mais ce que j'ai pu voir sur les performances thermiques, il est plus isolant. La première question que vous m'avez dit, c'était… Quelles sont les caractéristiques acoustiques des doubles vitrages et triples vitrages? Alors, on précise, donc quand on fait l'étude, on précise toujours les performances. Donc, une performance thermique et une performance acoustique. Par contre, on renvoie toujours vers le fabricant également, parce que malgré tout, la fiche de déclaration environnementale et sanitaire, elle n'est pas précise sur cette donnée, puisque ça va dépendre si on est sur une petite ou une grande fenêtre. Effectivement, ça va dépendre du type de vitrage. On peut avoir un double vitrage acoustique.
En tout cas, le double vitrage, il a des performances acoustiques, mais c'est pas, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'est pas sa fonction première, c'est plutôt le thermique. Après, il faut s'orienter vers un vitrage acoustique. Et le triple vitrage va pas avoir une performance acoustique aussi intéressante qu'un vitrage acoustique. On a également deux mêmes questions de Vincent et Dominique. Où est accessible le configurateur? Alors, il y a plusieurs configurateurs. Il y a un configurateur qui a été réalisé par le FCBA qui s'appelle DE-Bois, qui va permettre donc de sortir des calculs des menuiseries bois. Également, bientôt, des menuiseries mixtes bois-aluminium. Et en développement, on est en train de faire un configurateur qui s'appelle DEB, qui aura pour but de regrouper tous les produits de la baie, donc les menuiseries, mais également les fermetures d'autres équipements de la baie. Donc, vous pouvez aller sur www.debois.fr ou la même chose, de-b.fr. Je me permets de vous préciser qu'on va vous envoyer d'ici quelques jours un mail récapitulatif avec tous les liens et documents utiles qui auraient été cités aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous transmettre toutes ces informations-là. On va peut-être prendre une dernière question pour essayer de respecter le timing. Je vous rappelle qu'on aura toujours à la fin du webinaire encore un temps de questions-réponses si besoin. On va éviter de décaler les deux interventions suivantes. Donc, dernière question, quid du bois exotique versus bois européen traité tel que le pin? Le traitement chimique, fongicide et insecticide est-il pris en compte? Alors, lorsque c'est un bois exotique, du coup, on va prendre en compte déjà, il va y avoir un transport qui va être un peu plus important. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Au niveau de la sylviculture, ce n'est pas forcément la même sylviculture quand c'est un bois issu du bassin du Congo. On va avoir un impact qui sera souvent bien plus important. Ensuite, donc, comme je disais, il faut qu'il soit certifié pour qu'on puisse prendre en compte la captation de carbone. Pour ce qui est, donc, du coup, à savoir si c'est mieux le bois exotique ou le bois européen, en général, le bois européen a quand même un impact moindre par rapport au bois exotique. Ensuite, les traitements chimiques, fongicides et insecticides, effectivement, sont bien pris en compte, ainsi que les traitements de l'azur lorsque la menuiserie sort du site de fabrication, mais également lors de sa phase de vie. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a encore quelques petites questions. Damien, n'hésitez pas si vous voulez y répondre directement dans le chat ou alors on en parlera à la fin du webinaire. Et je vais répondre dans le chat. Oui, parfait, super. Donc, du coup, on va passer la parole à la prochaine intervenante. Donc, Rachel, merci beaucoup, Damien. On se revoit tout à l'heure. Donc, Rachel, c'est à vous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler un petit peu de la démarche de l'association Atelier Rare, qui illustre une possibilité de donner une nouvelle vie aux fenêtres en fin de vie. Donc, c'est une association qui fait partie du mouvement Emmaüs, qui a été créée, une jeune association créée il y a quelques années, cofondée par des architectes, constructeurs bois, designers, donc Camille Muret, Gabriel Ferrino et moi-même, avec vraiment pour objectif de trouver des solutions à l'enfouissement des déchets du bâtiment et en particulier aux déchets bois qui nous intéressaient particulièrement. Et on a commencé vraiment à s'intéresser aux fenêtres en bois en partant du constat du peu de filières de recyclage, de réutilisation, de réemploi qu'il y avait pour ces fenêtres, alors que la fenêtre est elle-même composée de matériaux tout à fait recyclables et revalorisables, puisque c'est du verre plat qu'on sait recycler pour refaire du verre avec et des essences de bois de très belle qualité qu'on pourrait réutiliser. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. On s'est appuyé sur plusieurs années d'études et recherches opérationnelles qu'on a menées au sein du mouvement Emmaüs. Et on a créé depuis quelques mois un chantier d'insertion avec vraiment ce deuxième objectif de créer des emplois pour des personnes qui en sont aujourd'hui éloignées et de créer une activité valorisante et créative à travers cette réutilisation des menuiseries en bois. Donc aujourd'hui, on est une petite équipe avec 6 salariés en insertion qui ont démarré sur cette activité un peu particulière que je vais vous montrer.
Voilà, donc les 3 objectifs du projet, comme je vous disais, c'est d'abord l'impact environnemental, donc en partant de ce constat des 5 à 6 millions de fenêtres bois qui sont enfouies ou incinérées chaque année en France, et de se dire, bah, voilà, ça peut être la matière première de nouveaux objets et mobiliers qu'on peut fabriquer en réutilisant ces fenêtres, et en plus, ça peut être vraiment une activité créative pour des personnes éloignées de l'emploi, avec vraiment nous la volonté derrière de créer des objets à forte valeur ajoutée, donc des objets design, et on est plutôt sur des petites productions en série, pas mal de sur-mesure, et donc toute une ingénierie en amont de chaque projet pour concevoir des objets, aménagements ou revêtements qui soient adaptés aux matériaux qu'on utilise, vraiment dans une démarche d'éco-conception qui optimise la matière. Et avec l'objectif que les personnes en insertion soient présentes sur l'ensemble du cycle de l'activité, du cycle de réutilisation, donc pas seulement sur des étapes de transformation, on va dire de revalorisation matière ou de logistique, mais aussi qui aillent jusqu'au bout de l'apprentissage, de la formation, en ayant aussi une formation autour de la menuiserie, de la refabrication d'objets, et en allant jusqu'au nouvel objet fini qu'on fabrique à partir de ces matériaux. Donc là, on a un petit peu l'activité, les différentes étapes de l'activité qu'on mène. Donc ça commence toujours par un diagnostic qu'on va nous-mêmes faire sur site pour vérifier, mais en s'appuyant aussi sur les diagnostics ressources qui sont faits de plus en plus par des bureaux d'études qui nous permettent de vérifier est-ce que les fenêtres ont été, est-ce qu'il y a eu de la peinture au plomb, est-ce qu'il y a des joints amiantés, ce genre de choses, de voir aussi quelle est l'essence du bois, puisqu'on ne va pas réutiliser de la même manière du chêne ou certains bois exotiques. On a identifié plus d'une dizaine de bois dans les fenêtres selon les époques, et donc il va y avoir des bois qui vont être plutôt intéressants à réutiliser en intérieur, plutôt classe 2, et d'autres bois comme le moabi par exemple, des bois très denses, très durables, qu'on va pouvoir remettre dans des mobiliers ou des aménagements extérieurs et qui vont être naturellement durables. On va éliminer certains bois plus rares, mais qui ont été vraiment traités à cœur et qui seraient pas pertinents de réutiliser. Donc la première étape de notre travail, ça va être donc ce diagnostic, la collecte en pied de chantier, une fois que les fenêtres ont été proprement déposées et donc pas jetées en benne, mais plutôt stockées proprement sur palette. Et ensuite, il va y avoir un temps important, un travail important de démantèlement, donc de séparation des différents matériaux qui composent la fenêtre, en vue de pouvoir soit recycler certains matériaux et réutiliser d'autres. Donc recycler le verre, comme je le disais, les industriels les industriels verriers savent le faire et peuvent réintroduire du verre de fenêtres pour la fabrication de nouveaux verres, de nouveaux vitrages. Donc, c'est vraiment un circuit fermé. Et cherche des opérateurs qui savent faire ce démantèlement, puisqu'en fait, c'est une opération qui gagne beaucoup à se faire manuellement. Il y a des plateformes industrielles qui se développent, mais qui vont pas permettre de réutiliser le bois derrière, qui vont pouvoir éventuellement réutiliser une partie du verre, mais pas l'ensemble des matériaux. Donc nous, on trie le verre, la ferraille, on retire la ferraille du bois, et à partir du cadre du bois qu'on récupère, on a différentes opérations de refaçonnage, des opérations plus traditionnelles de menuiserie, pour après refabriquer de nouveaux objets à partir de ces matériaux-là. Donc, je le disais, c'est un projet qui s'appuyait sur pas mal d'années de recherche qu'on a mené au sein du mouvement Emmaüs, avec le soutien de l'ADEME, de la région Île-de-France, de différents partenaires que vous voyez ici. Donc, on a d'abord mené une étude de requalification qui portait plus généralement sur les isolants et également les fenêtres en bois. Et au fur et à mesure, on a de plus en plus ciblé pour se dire quel objet c'est plus pertinent de refabriquer, qu'est-ce qui est accessible à faire en insertion, quels sont les partenaires qui peuvent nous apporter les fenêtres, voilà, toute une série
d'études à la fois techniques et économiques. On a développé un premier chantier d'insertion dans les Deux-Sèvres avec les chantiers Pepin. On les a aidés à développer cette activité-là. Et puis, depuis quelques années, on a souhaité la développer en Île-de-France. Donc voilà, aujourd'hui, on est installé à Romainville au sein d'un atelier partagé qui s'appelle Construire solidaire. D'ailleurs, on a le soutien également dans nos partenaires de la FFB pour l'achat de nouveaux outillages qui vont nous permettre vraiment d'aller plus loin techniquement dans la transformation de ce bois de fenêtre. Voilà, l'atelier partagé dans lequel on s'inscrit. Et voilà, je voulais aussi vous montrer quelques exemples pour illustrer un peu cette démarche de ce qu'on peut faire avec les fenêtres en bois, ce qui est très large puisque vraiment on a vu que ça pouvait être réutilisé dans énormément de produits qu'on développe. Là, c'est un projet qui a été mené avec la Fondation d'Auteuil qui faisait une réhabilitation d'un foyer de jeunes travailleurs avec Emmaüs Habitat également. Donc, on a collecté l'ensemble des fenêtres du bâtiment qui étaient réhabilitées. On a fait le démantèlement sur site, donc la séparation du verre, du bois, du métal. Et on a développé des mobiliers vraiment sur mesure par rapport aux besoins de ce foyer pour aménager les 93 studios de ce foyer de jeunes travailleurs à partir des fenêtres du bâtiment. Donc, c'est un exemple de projet vraiment circulaire qu'on a pu mener. Donc, voilà, c'est 256 vantaux qu'on a pu retransformer sous cette nouvelle forme de tables de bureau, de chevet, également un peu d'aménagement extérieur, des jardinières, des tables hautes. Quelques autres exemples d'aménagement plutôt extérieur. Les fenêtres, on les réemploie aussi. Ça nous arrive, on les démantèle pas forcément systématiquement quand on peut les réemployer en tant que fenêtres. Alors pas dans leur usage premier, mais de manière détournée sur des serres châssis, des cloisons intérieures. Voilà, c'est aussi pertinent de les réutiliser quand elles sont en bon état et qu'elles sont pas cassées, de pouvoir s'en resservir de manière détournée. Et d'autres aménagements extérieurs qu'on fait pour des promoteurs, comme des aménagements de terrasses entièrement en réutilisation de fenêtres. Donc un autre exemple, là, on a travaillé avec la ville de Paris à partir de fenêtres de Paris Habitat. Donc on avait un lot de fenêtres, là c'était plutôt des fenêtres double vitrage, puisque maintenant on capte aussi beaucoup de fenêtres en double vitrage, voire triple vitrage, ça nous arrive de temps en temps. Enfin, c'est exceptionnel, mais en tout cas, on a vraiment toutes les époques de fenêtres qui commencent à arriver. Donc là, on a développé des tables d'école pour une école de la ville de Paris et aussi des abris pour les poubelles qui ont été mis dans la cour de l'école. Donc sur l'exemple de la table d'école, on a vraiment travaillé à partir des moulures, des formes des moulures, des montants de fenêtres pour créer ces motifs-là que vous voyez, avec la technique du bois debout. Donc, comme les anciens billots de boucher, on a travaillé non pas sur le fil du bois, mais sur le bois debout qui a été assemblé. C'est vraiment l'idée dans chacun de nos projets d'optimiser au maximum, de mettre en valeur le matériau en gardant un peu son histoire, sa trace. Voilà, on ne retravaille pas à partir des tasseaux, mais à chaque fois, on travaille avec la fenêtre en l'optimisant et en la mettant en valeur. En tout cas, c'est notre volonté. Voilà, on fait aussi du parquet à partir de ces fenêtres, du parquet en bois debout, comme ici dans un projet de la ferme du Rail.
des aménagements extérieurs aussi. On a des jardinières garde-corps, c'est dans le 19e pour la ferme du Rail. Là, on a travaillé sur le parquet, c'était les dormants de fenêtres que parfois on arrive aussi à collecter. Et pour élargir un peu, voilà, on est vraiment parti sur la fenêtre, mais pour élargir, on retravaille d'autres types de bois massifs, déchets du bâtiment, qui eux non plus n'ont pas de filière de recyclage en place. Donc là, c'était le cas dans un projet de la ferme du Rail où on a réutilisé la charpente, en fait, une partie de la charpente du bâtiment qui a été déposée et qu'on a. Alors là, pareil, il y a un temps de préparation matière assez conséquent. On va dire c'est la moitié, des fois les 3/4 du temps en fait de travail, hein, de retirer les anciens clous qui ont été dans les nombreux anciens clous qui ont été dans cette charpente et de refaçonner la matière. Et ensuite, on l'a réassemblé sous forme de dalle pour venir faire le parquet de ce bâtiment. Dans la même opération, on a aussi fait des cloisons à partir des fenêtres. Donc voilà, là, c'est du réemploi. Et la structure de ces cloisons a été faite aussi avec la charpente. Et un dernier exemple qui est en cours, là, qui est pour la maison des canaux, où on a travaillé vraiment à partir de nos chutes de chutes. C'est vraiment des petites baguettes qui sont issues du délignage des matériaux. Des montants de fenêtres ou des montants de portes. On travaille aussi beaucoup avec des portes palières des logements qui sont aussi mis à l'enfouissement. Donc là, on a recréé une mosaïque de bois qui vient compléter la mosaïque de pierre qui était endommagée dans le bâtiment. Voilà, il y a un autre projet aussi encore à partir de bois de fenêtres. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps. J'espère que je suis dans les cordes. On est très bien. Merci beaucoup Rachel. Donc, je vois qu'on a eu pas mal de questions pour ce beau projet. La première de Jeanne-Claire. Les châssis contenant de l'amiante, entre parenthèses juin, sont-ils recyclés par votre association? Non, du coup, effectivement, ça fait partie des matériaux qu'on met de côté pour pas avoir que nos salariés soient en contact avec ces fenêtres-là. Alors, l'avantage, c'est qu'on sait facilement, même visuellement, pouvoir les reconnaître. C'est souvent des joints qui coulent et on sait que ceux-là, il ne faut pas les prendre. Donc, voilà, on évite. Pour la peinture au plomb, par contre, on voudrait investir dans des machines qui vont nous permettre de retirer la peinture en cabine fermée sans être en contact avec la poussière. Et là, ça nous permettra de limiter les risques si jamais il y a des peintures au plomb qu'on avait mal identifiées. Mais normalement, il y a aussi des tests, des détecteurs qui existent pour identifier facilement s'il y a eu de la peinture au plomb. Une autre question ensuite de Vincent. Quelle quantité de fenêtres récupérez-vous actuellement? On n'a pas encore fait le bilan. En fait, on vient de démarrer vraiment notre chantier d'insertion. Donc, sur l'année dernière, on était en très petits effectifs. Hein. On était 3 personnes à porter le projet, à développer et à produire. Donc, voilà, il faudrait que sur l'année suivante, sur une année complète, on estime. On n'est quand même pas dans des gros volumes puisqu'on travaille vraiment à partir projet par projet. On ne stocke pas des grandes quantités. Ce n'est pas une idée de massifier le démantèlement de fenêtres, mais plutôt d'être dans des projets, voilà, comme je disais, à forte valeur ajoutée, qui soient créatifs. Donc voilà, ça sera intéressant que sur cette année-là complète, on suive les quantités réutilisées. Alors, pas mal de questions aussi sur le sourcing, entre guillemets. Donc, comment captez-vous ces fenêtres? Par quel biais vous connectez-vous avec les chantiers? Alors, ça dépend. Ça passe souvent par la maîtrise d'ouvrage on est en lien avec beaucoup de bailleurs sociaux par exemple, hein, mais d'autres maîtrises d'ouvrage qui vont être intéressés à réduire leur quantité de déchets sur les chantiers.
Donc dans ces cas-là, ça a l'avantage de pouvoir être coordonné un peu en amont et nous de savoir quelle va être la quantité de fenêtres, quel type de fenêtres. Mais ça nous arrive aussi d'avoir des menuisiers qui directement nous contactent et plutôt que de les amener en déchetterie, viennent nous apporter leurs fenêtres. Ça a été le cas certaines fois. Voilà, pour l'instant, en fait, on essaye de mettre en place une forme d'échange. On reprend gratuitement les fenêtres, mais l'entreprise ou la maîtrise d'ouvrage nous les amène. Voilà, c'est l'idée de dire que c'est pas un don, mais c'est plutôt un service qu'on rend en reprenant une matière qui a besoin derrière d'être retravaillée. Voilà, après, ça peut être aussi via des architectes qui nous sollicitent pour la mise en œuvre d'un projet, mais aussi pour identifier tous les matériaux qui peuvent être utilisés dans l'opération où ils sont en charge. Donc, on a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter. Je vais encore en faire encore une ou deux. Et puis, on y répondra dans le chat ou tout à l'heure. Pouvez-vous redire qui vous fait les diagnostics sur les chantiers, s'il vous plaît? C'est une question de Sophie. Il y a certains bureaux d'études qui sont spécialisés là-dedans. Alors, il y en a pas mal. Je pourrais peut-être donner une liste de noms, de contacts dans le chat. Pas de souci. Une autre question, de quelle manière formez-vous les menuisiers qui œuvrent dans votre structure? Question de Sébastien. Donc, nous, en interne, on a un menuisier formateur en cadre technique qui va former les personnes. Alors, ce n'est pas une formation qualifiante, ça va être plutôt de la préqualification pour que les personnes en insertion puissent par la suite, pour celles qui sont intéressées, aller vers d'autres formations qualifiantes, un CAP ou des titres professionnels. Donc, c'est une formation au poste, vraiment, c'est au fur et à mesure des projets. À chaque fois, on met en œuvre des nouveaux outils, des nouvelles techniques et on apprend par le faire progressivement. Je vais faire une dernière question, toujours de Jeanne-Claire. Dans quelle région êtes-vous implantée? On est en Seine-Saint-Denis, donc à Romainville, précisément. Parfait, merci. Rachel, du coup, je vous invite peut-être à prendre connaissance des questions qu'on a dans le chat et à y répondre si vous voulez par ce biais. Sinon, on le fera tout à l'heure à la toute fin. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour l'intervention. On va passer donc à la dernière intervention de Nathalie, architecte. C'est bon? Oui. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc Nathalie Larcher, architecte de l'agence Larcher-Metzger, installée à Strasbourg. Merci beaucoup de l'invitation pour présenter une démarche comment intégrer la menuiserie bois depuis, on va dire, le début de démarrage de l'agence. Alors Nathalie, si je peux juste me permettre, vous avez, je crois, un cache sur votre caméra, on ne vous voit plus. C'est bon. Merci. Voilà, alors là, j'ai simplement repris en préambule, on va dire, les fenêtres bois de l'agence où on s'est installé en 1993 à Strasbourg, avec une rénovation complète d'un petit studio pour démarrer, qui montre que cette fenêtre est toujours existante, est toujours en bon état, je ne l'ai pas nettoyée, et qui permet, on est dans un cadre urbain, et qui montre que, évidemment, la construction en fenêtre, depuis des siècles, se pérennise et on est dans un secteur assez intéressant par rapport à ça. Prendre la main, je ne peux plus. Ah, pardon. Alors, la présentation va se faire peut-être en 3 parties, c'est-à-dire que l'agence a démarré avec comment les architectes se positionnent par rapport à la construction bois d'une façon générale et peut-être par rapport à la menuiserie bois, qui est le sujet de ce webinaire, de cette présentation. L'agence, personnellement, et l'agence s'est positionnée d'une façon claire au début, au démarrage, en 1993, quand je me suis installée à Strasbourg. Et les premiers projets étaient des constructions bois avec, comme vous le voyez, des menuiseries bois. Ce sont des bâtiments qui existent toujours. Je me suis permis de mettre des publications parce qu'effectivement, en Alsace,
on va dire que la construction bois était très, très, très développée avec plusieurs confrères qui avaient une activité très dense dans ce domaine et qui était très soutenue par les régions. Et les ensembles n'étaient pas composés uniquement de construction bois, mais aussi avec effectivement beaucoup d'aménagements intérieurs en bois, de bardage en bois et les composantes effectivement des menuiseries bois. Là, nous sommes dans un bâtiment qui a pris 6 mois de construction, 3 mois d'études, donc très, 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 très serré, un délai très pragmatique. Et alors certes, il date de 1994, réalisé. En fait, c'est le premier bâtiment de l'agence fini, on va dire. Et vous voyez que tout était bois, avec un lot bois, par exemple, qui était composé de tout. Il avait structure bois, menuiserie, et ce bâtiment est toujours en activité. C'était un bâtiment provisoire pour remplacer une école maternelle, c'est-à-dire pour éviter des modulaires. Ce bâtiment a été construit avec l'accord, évidemment avec la ville de Oswald, qui a compensé cette construction de 3 classes pour éviter des modulaires. Donc ce bâtiment devient un bâtiment associatif ensuite et il est toujours sur le site. Il est toujours dans cet état, évidemment, le bois un peu grisé. Donc nous sommes dans une base de pin, de sapin, uniquement la construction donc MOP, plus un bardage en sapin et des menuiseries en sapin peintes. Le second projet est pareil, montre aussi des possibilités d'utilisation du bois et de la fenêtre dans différents types de bâtiments publics, dans la mesure où je ne l'ai pas précisé, mais on travaille principalement dans le bâtiment public, les équipements publics. Là, c'est un deuxième petit projet de 100 mètres carrés, l'extension d'une salle à manger pour une maison de retraite à Bischwiller. Ce projet est un tout petit projet, voilà, comme les agences sont quand elles démarrent. Et nous sommes dans une construction de menuiserie bois à base en sapin, lasuré. Les ouvrants sont des panneaux pleins. Et le traitement de protection du bois, donc évidemment, se fait avec une casquette, comme on dit, c'est-à-dire un débord de toiture pour éviter trop des dégradations, mais surtout se fait par un détail de finition, comme vous le voyez dans le petit détail, qui est une finition en mélèze qui garantit une pérennité de cette menuiserie et de ses jonctions. Alors évidemment, ce ne sont pas les grosses menuiseries qu'on trouve actuellement, mais c'est dans ces principes-là. Donc la menuiserie nécessite effectivement du détail. On avait aussi quelques projets de rénovation, des petits projets modestes. Voilà, donc là, c'est une rénovation d'une salle de jeu dans une école qui est un préau. On l'a transformé en salle de jeu. Et nous avons construit, traité cette nouvelle salle de jeu avec plein d'ouvertures, notamment comment on traitait cette rénovation d'une façon architecturale, ludique et pérenne aussi par la construction. Vous voyez aussi qu'on a les petites casquettes en zinc ou en alu peut-être qui finissent de protéger la fenêtre. Oups, attendez. Non. Attendez, là, je me suis trompée, je crois que j'ai été trop vite, je suis désolée. Je suis désolée là. Alors, là, c'est projet aussi, je suis désolée, excusez-moi. C'est un autre projet d'équipement public qui est un centre de secours, qui était un des premiers avec un autre de mes confrères en Alsace qui était construit principalement en bois, et ainsi que donc des bardages. Et toutes les châssis, les menuiseries extérieures étaient en bois avec, pareil, soit des oriels, donc un travail sur les volumes, sur l'architecture et la plastique d'une façade, et la protection toujours au maximum de ce qui peut être fait de ces menuiseries. Un projet qui a été bien apprécié, qui joue sur la couleur, mais l'idée, ce n'était pas de montrer des publications. L'idée, c'était de montrer qu'à un moment, il y avait une forte demande et un fort développement des constructions bois, et la fenêtre en bois ne faisait pas peur. Et ces bâtiments sont toujours là à voir pour des portes avec des hauts vents, donc une protection toujours de ces châssis. C'est une école maternelle, autre équipement public, où là, on est aussi dans une construction bois très, très forte, puisque, à part un bloc chaufferie et quelques éléments,
de sanitaires, de blocs sanitaires qui servent de contreventement. Ce projet est un des premiers projets où on a eu une construction, c'est à Châtenois dans les Vosges, une construction d'une énorme école maternelle en charpente et construction bois, y compris pour les fenêtres. Alors, les projets d'avant, c'était surtout du sapin, du pin, laqué ou lasuré. Là, c'est une construction avec des portes en chêne. Tous les châssis sont en chêne, protégés aussi par de très larges auvents, comme vous le voyez. C'est une homogénéisation aussi du bardage et de l'ambiance architecturale avec les fenêtres. Le chêne, il y avait deux options dans ce projet, il faut quand même le reconnaître. Le chêne, par rapport à des grandes dimensions, pose peut-être un souci, on va dire, c'est un bois dur et pose peut-être un souci qu'il se déforme un peu sous les pressions atmosphériques, on a de l'humidité et nécessite des petits réglages, des grands châssis, des ouvrants et des portes. C'est un des points, vous le voyez avant, enfin vous l'avez vu avant, les projets étaient avec des châssis de plus petites dimensions qui nous posent beaucoup moins de soucis dans l'usage et dans la gestion des ouvertures. Là aussi, beaucoup de détails, beaucoup d'intentions et des réglages. C'est très intéressant aussi d'harmoniser par rapport au bois, puisque on se retrouve avec des constructions qui sont bois et structures bois. Donc là, il y a une gestion professionnelle intéressante. Voilà. Désolée, je ne suis pas très... Je ne sais pas ce qui se passe. Donc ça, c'est l'autre projet. Alors, la menuiserie bois, dans le attendez, je pense que j'en ai oublié une, non, c'est bon. Dans la suite d'une évolution d'une agence, effectivement, on est passé à des projets un peu différents, c'est-à-dire il y a des mixités de projets qui arrivent et la manière de traiter le bois comme pendant une dizaine d'années se développe d'une autre manière et on a des demandes différentes et les productions aussi de châssis sont différents, deviennent un peu plus éprouvées. Donc là, nous sommes sur un standard, beaucoup d'échantillons à l'agence, qui est un standard là d'un châssis bois qui peut être de grande dimension, mais pas de mur rideau, on va dire, ça reste du châssis traditionnel, avec à l'arrière, en protection, donc en extérieur, une protection en aluminium, ce qui est assez demandé dans les équipements publics par rapport aux entretiens, aux coûts de maintenance et de déformation aussi possible. Alors, par exemple, ici, nous sommes aussi dans une application d'usage de la menuiserie bois dans le quartier Danube, Danube à Strasbourg, où les urbanistes ont fortement demandé dans les immeubles construits d'avoir des menuiseries bois. Donc, si on va à Strasbourg, on peut un peu le remarquer. Et là, c'est la petite résidence de l'association L'Arche, qui est une résidence pour personnes handicap mental. Donc, c'est deux maisons. Donc, les deux petits projets blancs que vous voyez, c'est deux maisons qui réunissent 24 studios. Et tout le bâtiment, tout l'équipement a été fait avec de la construction bois, des menuiseries en pin sylvestre aussi, lasuré, ton bois. Il y avait une demande d'un bâtiment généreux, convivial. Et vous pouvez le remarquer en complément qu'on essaye d'harmoniser aussi toute l'architecture intérieure avec la menuiserie bois ou les fenêtres en bois qui nous permettent d'avoir des ambiances architecturales très intéressantes. Donc les choix aussi des couleurs ou des traitements que nous avons dans ces projets nous permettent d'adapter et d'apporter une ambiance chaleureuse et une ambiance vraiment de maison. Il y a aussi la conception et la mise en œuvre de châssis dans des bâtiments patrimoniaux qui ont fait l'objet aussi de projets à l'agence, notamment dans le patrimoine. Donc c'est une ancienne, dans le fond, une ancienne maison alsacienne avec une partie, un rez-de-chaussée en pierre et un étage à colombage qui a été complètement rénové d'une maison mixte, école en bas et logement, rénovée en une école avec une petite extension d'une salle de jeu, d'une bibliothèque et d'un hall. Et nous avons proposé des menuiseries bois pour toute la partie rénovation et mixte mur rideau alu bois
pour la partie extension avec les mêmes teintes vert soie, enfin un gris soie, donc accepté par l'architecte des bâtiments de France. Vous voyez que ça donne aussi une ambiance, ce gris soie donne une ambiance nouvelle, complète à l'espace construit qui sont les salles de classe, mais qui respecte complètement l'architecture d'origine avec les petits châssis, les petits recoupes. Et alors, tous ces bâtiments qui sont dans des constructions avec des châssis bois sont complétés par des brise-soleil BSO. Et quand il n'y a pas de débord de toiture, ou très peu, là, il y a le débord de la toiture pour l'étage de la charpente, mais pas pour le bas, avec des BSO qui sont quand même un peu des protections complémentaires pour les châssis. Donc, toujours pareil, dans la production d'une agence, les projets évoluent. On peut arriver à des projets de plus grande dimension, des salles de sport, où il y a des ouvertures et des châssis de plus grande dimension. Et là, nous utilisons en complément, et ce depuis les années 2000, 2003, on va dire, le principe du mur rideau, au départ aluminium pour une grande salle de sport, mais qui s'est transformé très vite pour une école en mur rideau alu-bois. C'est-à-dire que toute la structure porteuse est en bois et le capotage extérieur et le vitrage est en alu avec un minima d'aluminium. C'est notre première école où on a pu mettre en place ce système. Alors, vous le voyez dans le fond, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais tous les montants mur rideau bois ont été posés par le charpentier parce que nous n'avions encore pas d'entreprise, un autre appel d'offres qui a répondu à ce nouveau système, qui est le système, on va dire, basique qui est utilisé actuellement, Rayco ou équivalent. Alors, voilà. Et donc, n'ayant pas eu de réponse dans le lot menuiserie mixte alu-bois, on va dire, avec des montants en bois, qui nous servent aussi de montants verticaux et de montants horizontaux, et surtout aussi de grandes traverses qui nous servent de tablettes de fenêtres très ludiques pour une école maternelle. Nous avons proposé que ce soit le charpentier qui pose ces traverses, puisque nous avons une ossature bois dans cette façade, et c'est le charpentier qui a utilisé son système de structure d'ossature bois pour poser les montants verticaux et horizontaux. Et ensuite, le menuisier alu est venu et a posé en extérieur un petit complément d'alu. Au départ, on a eu ça, et puis par la suite, on a essayé de supprimer. Bon, ça, c'est une ambiance de nuit pour dire que ça donne une ambiance avec le bois. Alors, c'est peut-être pas la meilleure photo que j'aurais pu vous poser, mais tout le bois, il se dégage et on le voit, c'est-à-dire que l'aluminium en extérieur reste très discret et on voit tout ce bois, donc on voit les montants beige à côté de chaque façade qui développent une ambiance. C'est un site magnifique, hein, c'est une école à Mutterholz avec un ruisseau, des canards qui viennent. Voilà. Ça, c'est une deuxième école, une restructuration d'une école élémentaire, une toute petite. Il y a une seule salle de classe, donc un projet avec une seule salle de classe. Et le principe a été mis en place également avec, comme vous le voyez, beaucoup de bardage et d'habillage, un traitement sur les hauteurs. C'est une construction bois. Et vous voyez bien les montants murs rideaux en bois et cette grande traverse horizontale. Là aussi, c'était fait par le charpentier, puisque c'était un tout petit projet, donc il n'y avait pas de raison de... Et on insère nos châssis en aluminium dans toute cette structure bois, et les traverses horizontales de la tablette, très basses, permettent aussi un travail pour les enfants, permettent des activités. Voilà. Ça s'harmonise aussi très très bien. On fait aussi le choix des couleurs avec les meubles. Je ne sais pas c'est qui. Voilà. Centre socioculturel aussi, on peut intervenir, enfin on peut traiter tous ces projets aussi en bois. Donc là, c'est le centre socioculturel de l'Arès où nous avons tous les châssis sont en mur rideau bois alu avec pas de complément bois, juste le vitrage, les fixations, le vitrage, mais il n'y a plus de complément bois.
Nous avons intégré une mixité aussi dans le travail des façades, c'est-à-dire toutes les petites ouvertures sont en pin sylvestre, donc en menuiserie dite traditionnelle en bois massif. Pour des petits espaces, ça c'était dans l'école de musique, donc des petits studios, il y a 7 studios. Vous voyez aussi cette ambiance du montant mûr rideau bois, par exemple dans une cage d'escalier de sortie de secours. La complémentarité entre des menuiseries traditionnelles et des châssis vitrés avec de grandes ouvertures, qui n'étaient un peu moins possibles pour. Des cadrages, donc aussi là tout un travail de finition, donc un platelage en bois qui donne sur une grande terrasse loggia sur le parc de la Citadelle et qui dessert plusieurs salles de réunion, d'activités. Et avec ce cadrage de ces grands châssis qui seraient un peu moins possibles en menuiserie traditionnelle. Donc cette mixité, ce mûr rideau bois, qui est souvent un bois de sapin ou un bois de hêtre ou un bois de chêne, une simplicité. Un groupe scolaire aussi construit dans les Vosges, donc qui a fait l'objet aussi du prix national de la construction bois, c'est le groupe scolaire de Hadol, où il y avait évidemment une forte demande de mettre du bois dans la construction, puisque c'est du bois local de la commune de Hadol, avec une forte présence du bois aussi dans tous les murs rideaux et dans toute la composition même des menuiseries intérieures. Donc, bois aussi qui s'harmonise complètement. Donc là, ce sont des éléments de Douglas, si je ne me trompe pas. C'est les murs rideaux étant Douglas ou en pin. Je vous avoue que là, j'ai peut-être un petit trou, mais on a utilisé au maximum le bois de la commune en le mettant en place notre principe. On a mis ce principe, l'agence intègre tout ce principe de charpente, de construction bois, plus de menuiserie mixte, murs rideaux et des grands châssis aussi dans des collèges. Donc un collège qui a été livré en 2016 et on voit bien que ça donne aussi une élégance avec les couleurs, les choix, les tablettes de fenêtres qui deviennent des lieux utilisés et donc c'est une salle de classe banalisée. On l'utilise aussi dans le périscolaire, évidemment, un périscolaire maternel, enfin dans tous les lieux d'enseignement, on va jusqu'au bout de notre démarche. Là, c'est un mur rideau en bois lamellé collé qui a été proposé avec une large tablette, avec des perforations, par exemple, qui nous permettent d'accepter les radiateurs, de laisser passer le chauffage, qui permettent aussi des activités ludiques. Voilà. Des très belles harmonies aussi des ambiances entre les couleurs des placards. Donc, c'est vraiment un choix d'intégration et on peut utiliser différents types de bois et c'est ce qui est très, très, très intéressant. Une dernière école qui a été livrée dernièrement, là, on est dans le mur rideau, effectivement, bois alu, avec une composante très intégrée, mais aussi avec une composante de porte non plus en aluminium ou de fenêtres, comme vous le voyez, en alu, ce qu'on faisait un peu avant, c'est-à-dire que le mur rideau a un châssis ou une porte en bois et l'extérieur est avec un habillage en aluminium pour éviter la dégradation, bien qu'on ait un débord de toiture, mais pas forcément partout. Donc là aussi, la menuiserie bois se développe, bouge, se transforme, mais il y a des fabricants qui avancent aussi évidemment. Et c'est dans cette optique que là maintenant on est en mur rideau, fenêtre bois, capotage alu, mais là on est quasiment à beaucoup plus d'interventions en bois. Ça, ce sont maintenant les détails. Voilà, bon, j'ai repris d'un détail qui nécessite quand même de la précision, mais on a tous les avis techniques, on a tout. C'est un détail de l'entreprise, mais nous on fait nos détails aussi. J'ai repris simplement un DOE, on va dire, un dossier des ouvrages exécutés, et on a toutes les finitions. Donc la seule partie alu, c'est le capotage extérieur, hein, puisque nous n'avons même plus de profil intermédiaire. Et ce capotage pourrait même être supprimé si on travaille comme les Allemands, puisqu'il suffirait de ne pas capoter et de garder le serre-joint en état. Oups. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Nathalie. Alors on a une première question de Pascal. Avez-vous mis en œuvre des portes-fenêtres coulissantes en bois? Alors, des porte-fenêtres coulissantes en bois, pas dans les bâtiments publics, mais j'en ai mis en place un dans mon appartement où je suis ici. C'est une porte en accordéon sur rail avec plein de petits traverses, puisque c'est le style. Donc, c'est une porte qui fait 2,50 m avec trois coulissants. Et je n'ai pas eu le temps de faire les photos, mais chez un de mes voisins, j'ai rénové une immense véranda. Et je leur ai proposé, pareil, le même principe, un coulissant en accordéon pour pouvoir ouvrir complètement toute cette fenêtre qui fait 5 mètres de long, pardon, et de pouvoir bénéficier de leur jardin. Le coulissant au sens des panneaux qui coulissent, des grands panneaux, on va dire, qui vont s'enchevêtrer sans être en accordéon, me pose quelques soucis de thermique et de jonction. Et c'est quelque chose que, par exemple, on n'utilise pas beaucoup dans les bâtiments publics parce que ça ne sert pas de sortie de secours, c'est pas très encore bien vu et on ne peut pas trop les utiliser. Voilà. Mais oui, en menuiserie extérieure, oui. On a ensuite une question de Jérémy qui nous dit menuiserie sapin avec traitement mélèze. Pouvez-vous nous en dire plus sur le traitement mélèze? Alors, c'était des menuiseries simples, mais le traitement mélèze, c'était le profil de finition, puisque la façade de Bichevillers était cintrée. Et donc, on avait des profils pour bien assurer l'étanchéité et la pérennité de cette jonction des deux châssis, puisqu'on était un peu en surface courbe. Et donc, on a utilisé le mélèze qui est plus pérenne, et lui, il était un peu en débord. Et donc un peu moins bien protégé. Donc ce bois mélèze est quand même plus pérenne qu'un sapin. Donc c'est toujours un peu une question de rapport qualité-prix aussi et de performance. Merci. Donc cette fois-ci, on a une question pour Rachel, donc de la part de Sophie. Pouvez-vous répondre sur les questions de pollution du bois traité et surtout de l'assemblage du bois pour faire le bois debout dont vous avez parlé, s'il vous plaît? Le bois debout? Alors là, c'était une question pour Rachel. Oui, oui. Ah oui, oui, pardon. Alors, la question sur le bois traité, pardon. Alors, je peux répéter la question. Ouais, Pouvez-vous répondre sur les questions de pollution du bois traité et surtout de l'assemblage du bois pour faire le bois debout dont vous avez parlé? Sophie, n'hésitez pas à peut-être étoffer un petit peu plus votre question, préciser si besoin. Ouais, sur le bois traité, du coup, ce que je disais, c'est qu'on mettait de côté certains bois qui avaient été vraiment traités à cœur. Il y a des essences très particulières qui ont été vraiment trop traités pour qu'on les réutilise, mais sinon la plupart des bois qu'on récupère n'ont pas cette problématique-là, et en tout cas on essaye de les réutiliser pour l'usage qui est le plus adapté en fonction des traitements ou de leur classe naturelle de durabilité. Je ne sais pas si ça répond à la question, sinon je vous laisse me préciser. Et sur le bois debout, du coup, c'est des assemblages. Après, ça devient un peu technique. Enfin, en gros, on colle les montants. Enfin, c'est des assemblages collés, mais en utilisant vraiment le bois massif et pas dans le sens du fil, mais en bois debout. Voilà. Après, c'est pareil. Si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas. Je peux laisser mon contact et mes coordonnées. Vous pouvez me recontacter. Alors, si je peux me permettre pour rebondir sur la question du traitement, effectivement, nous avons deux problématiques dans le bâtiment qui concernent effectivement les cols. Le bois massif en charpente, c'est-à-dire le montant du MOP, nous permet d'être en bois massif. Il y a des inconvénients puisque le bois abouté ou le bois lamellé-collé permet de la réutilisation de certains bois, mais la colle nous pose des soucis aussi pour la déconstruction, il faut le reconnaître. Donc ça, la colle va devenir un problème dans le réemploi des produits, quels qu'ils soient, aussi les sols ou d'autres produits. Et l'autre point, je dirais, depuis le début qu'on a essayé de mettre en place des traitements lasure. Alors, plusieurs choses ont été mises en place, on essayait de mettre en place, c'était
que le traitement laser retarde un peu le vieillissement du bois composé un peu brut, donc du sapin ou du mélèze ou du douglas, en bardage, voilà, ou en traitement de châssis de menuiserie bois. Et ce traitement, on a essayé de le faire très très tôt, par exemple comme dans nos charpentes bois, on essayait de mettre un traitement à base d'eau. C'est-à-dire, on mettait une petite pigmentation, par exemple blanchâtre. Vous avez vu que c'est un peu blanc parfois, que ce n'est pas la couleur du bois qui a vieilli. C'est un traitement un peu blanc. Pourquoi? Pour éviter que tout le bois qu'on voulait laisser apparent, avec la lumière et tout ça, il devienne un peu rustique au bout de 10 ans. C'était un peu dommage qu'il devienne rustique 10 ans. Donc, avec les charpentiers, on leur a demandé, ça c'est une école à Aubernais, la première fois qu'on a fait ça, on leur a demandé de faire des traitements de charpente avec de la lasure à base d'eau, avec légèrement pigmenté de blanc, qui nous gardait l'esprit de la charpente, et ça se diluait assez bien. Et ça, ce sont des produits qui ne sont pas toxiques. Hein. Ce n'est pas du tout toxique puisque c'est à base d'eau. Et ça, on essaye de le conserver puisque on travaille aussi avec, depuis des années, dans une démarche environnementale à l'agence, avec des référents environnementaux, panoptiques, etc., beaucoup de projets en démarche. Et là, on nous demande aussi les FDES depuis les années 2005, 2010, on va dire. On nous demande dans nos projets, on demande d'avoir les fiches FDES, pas de COV, des peintures sans solvant, etc., etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à mettre en place ou à faire respecter. Merci Nathalie. Donc, on a encore une question pour Rare. Vous répondez uniquement à des commandes ou est-ce que vous proposez également un catalogue de produits au public? Alors, on répond plutôt sur commande. Pour nous, l'idée, c'est pas de fabriquer des produits en série pour le grand public. Voilà, parce qu'on n'a pour l'instant pas de boutique. À terme, on a un projet de boutique sur Montreuil, mais d'ici, on l'espère, 2-3 ans. Pour l'instant, donc, on répond plutôt sur des commandes et sur des projets du sur-mesure, mais en petite ou moyenne série. Donc, ça peut aller jusqu'à une centaine de pièces ou une centaine de mètres carrés de revêtement. Voilà, après, on espère qu'on va pouvoir augmenter aussi en termes de taille, de place et pouvoir répondre à des plus grosses commandes, mais on travaille plutôt pas pour des particuliers, en tout cas plutôt pour des clients, entreprises, architectes, des associations, ça nous arrive. Voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Merci. Cette fois-ci, une question pour Nathalie. Quelle solution pour les parties basses de porte, donc en bois lasuré, car ce sont souvent ces zones qui vieillissent et s'abîment très vite quand on ne peut pas créer de auvent ou des bords? Alors, effectivement, bon, il y a toujours le traitement pour tous les châssis, hein, même celui que je vous ai montré de l'agence que j'avais changé en 93 ou 12 même. Il y a toujours le traitement de la partie basse, du montant bas, de la traverse basse, qui est traité avec soit un profil aluminium blanc ou couleur bois. On essaye quand même euh, d'optimiser le traitement et la protection de cette traverse basse. Je ne vois pas tellement d'autres solutions. Pour moi, la construction bois, enfin, les menuiseries bois, il faut qu'elles soient quand même protégées de l'eau et des traverses. Mais par exemple, à l'agence, il n'y a pas de balcon au-dessus de la fenêtre que je vous ai mise en photo. La traverse, alors la traverse, elle est absolument nickel alors que ça a quasiment 30 ans. Ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, dans les campagnes, pour habiter une maison rurale à la campagne, personnellement, familiale, on bricolait, quoi. On bricolait, on ponçait, on relasurait, on relaquait. Mais je pense que nous, on demande, et la finition laquée en atelier, certes, elle est peut-être un peu spéciale, on va dire, elle est peut-être un peu polluante, mais le laquage en atelier garantit quand même une grande, grande, grande pérennité. Et il faut assurer des auvents ou des petites casquettes ou des petites protections quand on peut. Donc, toujours une question qui vous est destinée, Nathalie. Les portes en bois peints d'usine sont-elles plus pérennes en zone exposée? Bah, oui, moi je pense que oui, 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 parce que chez mes parents, je vous dis, en maison familiale, et je pense qu'on a tous un retour un peu comme ça d'une maison, voilà, je pense que le laquage ou une protection
D'ailleurs, il y a des protections maintenant qui sont un peu garanties, pas 10 ans, je crois qu'ils les garantissent 5 ans, mais la protection au vent, aux intempéries est quand même fondamentale dans la construction bois. De toute façon, on le sait, pour tout ce qui est ouverture, le bardage, on ne peut pas. Une façade, on ne va pas commencer de faire des hauts vents. Il faut accepter le grisaillement si on ne veut pas de protection et qu'on veut être dans une démarche beaucoup plus simple même et beaucoup plus environnementale et dans une démarche de pérennité parce que le bois, même s'il grisaille, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, il n'est pas pour autant mauvais, il ne va pas casser, c'est même sa protection naturelle, le grisaillement. Comme je disais toujours au début, on aime bien les anciens chalets dans les Vosges, dans les Alpes et en Suisse, on aime bien ce côté grisaillement, ces vieux volets, tout ça, mais dans la construction contemporaine, il faut aussi un petit peu l'accepter. Mais il faut protéger les châssis. Moi, je pense que c'est tous les bâtiments. C'est pour ça qu'il y avait des projets, par exemple, d'équipement public. Je ne suis pas la seule comme architecte, évidemment. On n'est pas les seuls. Où on ne peut pas faire des casquettes partout, ben là, on travaille le mur rideau avec, OK, un capotage en aluminium dehors, très minime maintenant, puisque maintenant, on a la fenêtre intérieure dans ce mur rideau qui est en bois. On a le capotage, on a les avis techniques, on peut même mettre du triple vitrage. On va faire ça aussi dans un collège avec des châssis traditionnels en bois massif et capotés en extérieur en aluminium. Donc là, on va dans des démarches, je trouve, très durables et très écologiques et très intéressantes finalement. Et si vous voulez, c'était ça un peu que je voulais montrer, c'était l'évolution aussi depuis une trentaine d'années, enfin, dans une démarche d'architecte, comment une agence évolue aussi dans l'usage du châssis bois et comment il l'utilise. Un peu dans le thème justement, question de Pascal qui nous dit comment griser le bois au départ pour anticiper le grisaillement futur? Alors, de toute façon, en extérieur, il y a des bois qu'il faut mettre, il y en a d'autres qu'on ne peut pas mettre, hein, je veux dire. Donc, le pin sylvestre, sapin, le chêne, voilà, je veux dire, le mélèze, le douglas. Après, si on veut rester aussi dans une démarche correcte, si on sait que le mélèze, il vient d'autres pays, voire d'Europe, etc., on a toujours refusé de mettre des bois rouges d'Afrique, même dans nos portes coupe-feu. On s'est un peu battu au début dans l'agence pour éviter le bois rouge, par exemple des portes coupe-feu en intérieur, puisqu'on n'avait que des PV avec des bois rouges. À un moment, on s'est dit, mais ce n'est pas logique de mettre du bois rouge. Donc, par exemple, depuis 25 ans maintenant, le hêtre a été accepté comme un bois dur pour faire des cadres de porte aussi en intérieur, là je parle. Mais voilà, donc on essaye voilà, de trouver d'autres solutions. Si on veut éviter, on n'a pas de solution pour éviter le grisaillement si on ne fait pas de traitement. Je veux dire, le chêne va grisailler aussi, tous les bois vont grisailler puisque voilà. Donc, on peut mettre des petites lasures à base d'eau. Je crois aussi que là, que les produits ont largement évolué et avoir des retraitements soignés. Par contre, quand on veut retraiter une lasure, il faut enlever tout. Donc, ça veut dire qu'il faut reponcer tout. Donc, c'est compliqué pour un bardage. Pour une porte, c'est faisable. Mais dans les bâtiments publics, c'est vrai que c'est une démarche que le maître d'ouvrage public ne va pas faire. Donc, on préfère le choix d'utiliser un maximum de bois. Donc, les murs rideaux, on a des mètres cubes énormes de bois, parce que quand vous faites une salle de sport avec 4 mètres de haut, ben, il faut un montant bois très correct. Donc, on remplace l'aluminium du mur rideau par du bois. Et on essaye maintenant d'évoluer avec des fenêtres intégrées dans le mur rideau qui sont aussi, elles, en bois, comme un des derniers projets. On en a un autre en chantier. Donc ça, c'est une très belle évolution de l'utilisation du bois, du châssis bois, même dans du mur rideau. Donc ça commence à devenir intéressant. Après, le choix de l'entretien, pour le moment, on préfère utiliser l'habillage aluminium pour qu'au moins la fenêtre vieillisse et que le châssis bois soit plutôt une bonne publicité ou une bonne communication plutôt qu'après un rejet des utilisateurs ou des maîtres d'ouvrage qui ne vont pas bien l'entretenir et qui va porter presque une nuisance. C'est un petit peu mon point de vue pour essayer d'avancer et de trouver le juste milieu entre l'usage du bois bien, qui va bien se vieillir, et OK, le petit à côté en utilisant un peu d'aluminium, mais au moins qu'on peut.
J'ai ensuite une dernière question de Sophie. Existe-t-il des traitements par le feu? On voit ça chez les Américains parfois. Alors, le traitement, ah oui, oui, bah oui, le bois brûlé. Oui. Personnellement, à l'agence, on ne l'a jamais utilisé. Oui. On a aussi des pigments qu'on pourrait utiliser qui viennent de Finlande, parce qu'eux aussi, ils ont des pigments de couleur faits à base de pigmentation naturelle. On avait fait un voyage d'études en Finlande, effectivement, mais bon, voilà, oui, on peut avoir des thermolacages ou des huilages, comme c'est très bien répondu, vous avez tout à fait raison, nous, on ne l'a jamais utilisé. L'huilage, on l'utilise pour les parquets. On essaye d'optimiser plutôt qu'une vitrification dans toutes les salles de spectacle ou les salles de... Voilà, on a mis beaucoup de parquets. Évidemment, je n'ai pas présenté ça. On a fait des salles de fête aussi avec du parquet, des murs rideaux en bois. On préfère l'huilage. Bon, certains maîtres d'ouvrage adhèrent parce qu'il faut quand même l'entretenir tous les ans ou 2 fois par an selon les activités. Bon, on essaye de limiter la vitrification qui n'est pas non plus très écologique pour l'usage du bois ou le recyclage du bois aussi, évidemment. Ben, on n'utilise pas le thermo-huilage parce que on a eu des bardages. J'avais visité un projet avec des bardages qui avaient été comme ça un peu pré-brûlés. Bon, il y avait une bonne consommation aussi voilà, entre guillemets, d'énergie pour le faire. Bon, personnellement, on s'est dit s'ils acceptent. Bon, il faut dire que depuis quelques années, on a beaucoup de construction bois où il y a moins de bardage bois dehors. Le bardage bois, on le met surtout quand il y a des hauts vents et des protections. Les maîtres d'ouvrage veulent moins de bardage bois en latte ou en bardage, en extérieur non protégé. Donc, on travaille plutôt beaucoup de bois dans tout ce qu'on peut, l'intérieur, l'extérieur protégé, les châssis bois, et pour limiter cette problématique du bardage qui est grisaille ou du pré-traitement en amont qui, de toute façon, va peut-être pas tout tenir non plus 20 ans, qui va quand même avoir un petit grisaillement ou un changement de ton ou de couleur. Merci beaucoup Nathalie. Donc, je crois avoir fait le tour de toutes les questions. Donc, je vous remercie en tout cas en tant qu'intervenants, donc Damien, Rachel et Nathalie, pour toute votre expertise aujourd'hui. Je remercie également tous les participants qui ont été nombreux aujourd'hui, qui ont posé beaucoup de questions. C'était un sujet qui intéresse et qui passionne. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On va vous envoyer d'ici quelques jours un mail avec pas mal d'informations pratiques, donc notamment le lien du replay, puisque le webinaire était enregistré aujourd'hui. Vous aurez également les coordonnées de nos 3 intervenants du jour, si vous voulez les contacter pour une demande de projet ou une question particulière. On va également vous envoyer tous les liens utiles et documents qui auraient été cités aujourd'hui. Et puis, je n'oublierai pas de vous insérer le lien du replay du webinaire numéro 1 qui a été fait au mois de juin, pour rappel, qui était sur tout savoir sur les fenêtres bois. Encore une fois, merci d'avoir participé à ce webinaire donc, du coup, qui a été porté par la CAPEB, l'UFME, la FFB, UMB, avec le soutien du Codifab, réalisé par le CNDB et le relais de bois.com. Merci beaucoup à tous. Au revoir.